Bonjour, comment allez-vous? C'est encore et toujours un plaisir de vous retrouver. J'ai euh, j'ai une chose à vous dire, une chose que je découvre sur moi-même et sur l'exercice que je fais de publier ces vidéos à une certaine fréquence, de partager avec vous mes réflexions et mes pensées, en tout cas mes insights, mes inspirations au sujet en particulier des flammes jumelles. J'ai réalisé qu'il y a quelque chose de particulier à ces moments où je me sens en verve ou en tout cas en inspiration pour échanger avec vous, pour partager avec vous. Et je suis assez certaine que c'est pas unique à moi, mais pour moi, pour ma part, je réalise que c'est vraiment un phénomène d'inspiration. Étrangement, il y a des jours où j'aurais rien à dire de particulier, de nouveau sur le sujet. En fait, je suis sur mon propre parcours, bien sûr, et je fais ma vie. Hein. On a tous nos vies, le quotidien, le travail, la famille, métro, boulot, dodo, les occupations quotidiennes et toutes les autres choses, les relations, quoi que ce soit. Mais de temps en temps, je me sens appelée à m'asseoir devant l'ordinateur, devant le microphone. Je me sens appelée à prendre un temps d'introspection, un temps de pause. Et tout à coup, j'ai des flashs, des pensées. Mais je ne suis pas sûre que ce soit... Ben, c'est des pensées, mais c'est comme des étincelles de pensée. Je ne sais pas comment l'expliquer. Des inspirations. Et puis, tout à coup, c'est comme s'il y avait un petit éclair de compréhension au sujet des flammes jumelles qui survient en moi, dans mon esprit, je ne sais pas trop. Et je me dis, tiens, il faut que je partage ça avec mes flammes jumelles, avec mes amis de la chaîne, avec la communauté. Et je voulais vous partager ça parce que j'avais pas vraiment réalisé que ça se passait comme ça avant. Je parlais d'inspiration, oui, mais là, tout à coup, je pense que je dois reconnaître que je suis pas sûre que ça vienne de moi. Et puis, je m'en fous, hein, en fait. La bonne nouvelle, c'est d'être inspiré, c'est d'avoir des flashs et de recevoir des informations utiles, que ce soit à travers lors des discussions qu'on peut avoir avec des amis, avec des proches, en lisant un bon livre, en écoutant un film, une chanson qui peut nous inspirer aussi. N'importe quel médium peut nous être utile pour s'éveiller, pour comprendre des choses, pour avoir une nouvelle compréhension d'une chose sur laquelle on s'interroge peut-être depuis longtemps. Mais aussi, on peut être inspiré directement. Les Anglais parlent de channeling. J'ai aucune prétention, mais euh, je me rends compte que euh, je n'irai pas jusqu'à dire que je me sens être une médium, mais je perçois, et c'est peut-être votre cas aussi, que de temps en temps, il y a comme un petit éclair qui traverse ma pensée et qui m'amène une compréhension nouvelle de quelque chose qui m'habite ou qui nous habite. Et je trouve le phénomène bien intéressant, mais en tout cas, de toute façon, je voulais seulement le partager avec vous. C'est quelque chose que j'ai réalisé, je pense, aujourd'hui. En fait,
je, je répète, j'ai souvent parlé d'inspiration, mais j'ai jamais vraiment réfléchi à la question. Et en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance, je pense, mais aujourd'hui, ça me semble tout à fait clair et limpide que ces choses qui nous viennent parfois comme des inspirations ne viennent pas nécessairement de nous. Je dirais que c'est pas le fruit d'une réflexion rationnelle. Je vais le dire comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose d'immatériel. Je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, euh, pourquoi j'en parle, c'est parce que ben, c'est une découverte pour moi. Je, je nous sens des amis, des gens qui vivons un parcours similaire, une communauté finalement. Puis aussi parce que ben, c'est une chaîne où il est question de témoignage et ben, je me sens très proche de vous et je crois que vous êtes probablement les seuls qui pourraient m'entendre partager ça, à part ma mère. Et voilà, je vous partage ça. Vous me ferez vos commentaires là-dessus. En tout cas, pour moi, c'est une découverte. Je me rends compte de ça tout à coup. De toute façon, continuons sur le sujet et le thème de cette vidéo. Alors, j'ai voulu aujourd'hui vous parler des flammes jumelles et leur désir ou leur, j'irais même jusqu'à dire à leur fantasme d'amour romantique. Oh là là, alors, de quoi on parle aujourd'hui? On parle de ça. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que j'entends par là quand je dis parlons des flammes jumelles et de leur désir ou de leur fantasme d'un amour romantique? Il y a- Ça a l'air d'un titre simple, mais au fond, c'est un titre assez... il y a beaucoup de choses dans ce titre, si vous êtes d'accord avec moi. Ben, la première chose, je vais commencer par la fin. Je veux vous dire, il va être question, c'est ça, d'amour romantique. On pourrait trouver des centaines de définitions de ce que c'est que l'amour romantique. Alors, je vais vous dire quelle est la mienne, ou en tout cas, quelle est ma prémisse pour avoir choisi ce titre. Alors, écoutez, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je pense, mais je suis pas trop sûre. Euh, En tout cas, sur ma chaîne comme sur d'autres chaînes, on aborde souvent la question de ce qu'il y a de particulier ou de spécial avec les flammes jumelles versus les autres types de relations amoureuses ou de relations intimes ou affectives. Et pourtant, en même temps, en fait, c'est comme si on assimile le fait que, d'une part, on se dit, tiens, les flammes jumelles, c'est... je m'en mêle dans mes pinceaux. Les jumeaux, dans la relation flamme jumelle ou dans le parcours flamme jumelle, c'est deux êtres qui ont une attraction l'un pour l'autre, qui ont une affectivité l'un pour l'autre. Et on pourrait dire mille autres choses. Bien sûr, à la base, on dit toujours que les flammes jumelles, c'est déjà des êtres qui, à l'origine, partageaient la même âme et qui sont toujours liés par la même âme, mais la même âme séparée en deux. C'est un grand mystère, quant à moi. Alors, les flammes jumelles, ce sont des jumeaux issus d'une même flamme. Si on prend le chemin du langage poétique, on pourrait le dire comme ça. Après tout, c'est le nom qu'on a choisi pour les décrire. Et puis, ils partagent, ces deux jumeaux, un lien affectif, un lien énergétique, un lien de l'âme. Ils partagent tout, en fin de compte, d'une certaine façon.
Dans mon titre, je dis les flammes jumelles et le désir ou le fantasme de l'amour romantique. Alors, je reviens sur la thématique de l'amour romantique. L'amour romantique, la romance, c'est un amour où il y a de la fantaisie, du rêve, où il y a du charme, où il y a une démarche pour séduire l'autre, où il y a un désir de s'approcher de l'autre, comme dans une danse. Et ça, il y a la séduction, il y a le charme, il y a le plaisir, il y a l'ivresse des émotions et des sentiments. Bah, ça va de soi. Et bien sûr, quand on parle d'amour romantique, on ne parle pas spécifiquement des flammes jumelles. Même que, habituellement, on distingue les deux. Alors, il y a quelque chose de tabou. On ne parle pas tant que ça de l'amour romantique et des flammes jumelles. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, certaines chaînes qui vont insister ou alors se limiter plutôt, devrais-je dire, aux signes qui font qu'on a peut-être rencontré sa flamme jumelle, qui vont insister sur les symptômes physiques, les émotions qu'on ressent, sur les indices, sur les comportements que les deux protagonistes vont avoir l'un pour l'autre, les deux jumeaux. Beaucoup d'indices qui nous aideraient à comprendre ce qui nous est arrivé lorsqu'on aurait rencontré, hypothétiquement, sa flamme jumelle, son jumeau, sa jumelle. Pour les personnes qui en parlent de cette façon, habituellement, bien sûr, on adresse la question du feu d'artifice, des frissons, les yeux, les palpitations et toutes les émotions qui vont avec, bien sûr, avec une rencontre amoureuse frappante et vraiment intense. On parle beaucoup d'intensité, d'ailleurs. Et puis, ben, souvent, on s'en limite à ça. Alors, ces chaînes où on parle surtout de la rencontre et de la reconnaissance, ben, elles sont très utiles, oui, pour comprendre qu'est-ce qui nous est arrivé, ce cataclysme de la rencontre et de la reconnaissance et des premiers jours, des premières semaines, des premiers mois peut-être. Mais on n'adresse pas forcément la complexité de la relation et de ce qui s'ensuit, de ce qui va suivre le feu d'artifice initial. Et puis, il y a les autres chaînes, et j'en suis. Hein, nous sommes tous pareils, tous ensemble, nous qui adressons le sujet des flammes jumelles, tous à la recherche de compréhension et de réponse. Mais c'est ça, certaines chaînes vont approfondir le sujet, s'intéresser à ce qui survient plus loin, plus tard, sur le parcours. Et c'est tant mieux parce que c'est vrai que c'est pas si simple, c'est plein de complexité, c'est plein de détails, c'est plein de défis. Et quand on est flamme jumelle, ben c'est pas tout de savoir qu'on a rencontré son jumeau, mais on a besoin d'être guidé, on a besoin de comprendre ce qui s'ensuit, qu'est-ce qui nous attend pour la suite. Alors tant mieux, bien sûr, qu'il y ait autant de personnes qui s'interrogent sur le sujet, qui
poursuivent leur réflexion, qui colligent des informations utiles pour nous tous sur le parcours et ça nous aide à collectivement réfléchir à ce parcours, à ces défis et à cheminer au mieux sans trop de difficultés, sans trop d'écueils, dans une optique, dans une approche d'entraide. Et vraiment, je trouve que c'est quelque chose de très constructif. Cela étant dit, il y a comme un tabou au sujet justement du parcours des flammes jumelles à partir du moment où on se rend compte que c'est un chemin initiatique, à partir du moment où on se rend compte qu'il y a une dimension spirituelle vraiment importante sur ce parcours de flammes jumelles. Et tout à coup, c'est comme si la question de l'amour romantique, avec toutes ses velléités, avec toutes ses dimensions humaines, sont évacuées. Alors, on s'invite mutuellement à renoncer à un amour passionnant, passionné. On dit que la passion elle-même, c'est peut-être pas nécessairement un signe pertinent à la relation de des flammes jumelles, que c'est peut-être pas un signe pertinent aux relations des flammes jumelles et que c'est peut-être même un obstacle, qu'il faut être prudent avec la passion étant peut-être un signe d'une relation commune, ordinaire, et que tout ce qu'il y a de romantique qui fait appel aux rêves et à tout ce qui est un peu mielleux, sucré, bonbon, qui fait battre nos cœurs de petites filles et de petits garçons, c'est pas nécessairement un signe qu'on est sur un parcours de flammes jumelles, ou alors c'est peut-être pas la voie à suivre. Alors c'est ça, il y a quelque chose de tabou dans le fait de dire que une relation de flammes jumelles pourrait être romantique ou fleur bleue ou quoi que ce soit. Effectivement, c'est pas vraiment la définition classique qu'on en donne. Alors, on prévient les nouvelles flammes jumelles, souvent sur ces chaînes où nous sommes, des écueils et du danger de s'imaginer que la relation flamme jumelle, ça va nécessairement être un long fleuve tranquille, que ça va être facile et que ça va être délicieux comme une glace à la vanille. Et pourtant, il y a du vrai quand même là-dedans. Alors, j'ai décidé d'aborder de front ce sujet un peu tabou parce que, c'est ça, j'ai eu comme un flash et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à dire là-dessus et je vais être curieuse, comme d'habitude, bien sûr, d'entendre vos commentaires, de lire vos commentaires. Et soit dit en passant, je vous remercie et je vous invite à la patience par rapport aux commentaires. Je constate que vous êtes généreux de vos commentaires et de vos messages et cependant, et aussi de vos questions. Cependant, vos commentaires sont si nombreux et c'est une bonne nouvelle que ça me prend quand même un certain temps pour en faire le tour. Alors, merci de votre compréhension et de votre patience. Je fais de mon mieux pour tous les lire et éventuellement y répondre. Encore merci. Alors, poursuivons sur le sujet. Alors, allons-y de front. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour romantique? On l'a dit tout à l'heure, on s'est donné, en fait, je vous ai donné un brin de définition personnelle, même pas, en fait, je vous ai lancé des mots, des symboles,
pour moi, l'amour romantique, c'est un amour délicieux qui répond à, à une certaine idéalisation d'une relation affective. D'une certaine façon, c'est un amour parfait. L'amour romantique, c'est celui des contes de fées. Et l'amour romantique, l'amour des contes de fées, oui, c'est un amour où s'il y a des obstacles, ben, ils vont tous être résolus assez rapidement ou en tout cas éventuellement. Et à la fin, on va avoir droit au château, euh, au feu d'artifice et on aura une longue vie et de nombreux enfants. Donc la perfection. La perfection, je dirais aussi le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière ou du laitier, selon vos goûts. Donc, on n'a aucune chose à sacrifier. Vous m'aurez compris. L'amour romantique, c'est cet amour parfait auquel on rêve. Le chevalier qui arrive sur son cheval blanc, les cheveux au vent, les poches pleines d'argent, et avec seulement des qualités dans sa personne. Et un sourire à faire chavirer. Et les yeux bleus ou les yeux noirs, selon vos goûts également. En tout cas, l'amour romantique, c'est l'amour parfait. C'est l'amour qui résout tous nos problèmes. C'est l'amour qui nous fait oublier toutes nos douleurs. Qui enfin n'a pas à faire de compromis. Et quand je pense à ça, ben, je peux pas faire autrement que de penser à... Ah ben, j'irai pas jusqu'à dire que je vais vous parler de psychanalyse, parce que je suis pas psychanalyste, là. Mais tout de même, vous savez, hein, quand on pense à la psychologie humaine, quand on vient au monde, on a... on peut, en tout cas, je vais même pas non plus faire beaucoup d'hypothèses par rapport à notre origine avant la naissance. Mais bon, certaines personnes vont dire, ben, bien sûr, il y a une vie avant la vie et on fait des choix. En tout cas, ça fait partie de la théorie des flammes jumelles. On fait le choix de s'incarner et on fait le choix éventuellement d'avoir des circonstances nous prêtant à renouer ou rencontrer notre flamme jumelle. Mais ce que je vais vous dire maintenant, c'est que au moment de la naissance, tout de même, on passe d'un état sublime de fusion avec la mère, au minimum, même si on n'avait pas de vie précédant cette vie matérielle. OK? Et vous me comprenez, je ne suis pas en train de dire que c'est le cas, mais je commence mon argumentation à ce moment-là. Alors, l'enfant dans le ventre de sa mère, tout de même, en temps normal, se trouve dans un état sublime, en anglais on dirait de bliss, de confort parfait, vraiment fusionné dans le ventre de sa mère avec sa mère. Il ressent son cœur battre. Il est dans un milieu aqueux, dans une eau biologique, connecté complètement à sa mère, dépendant de sa mère. Et puis, un jour, il vient au monde. L'enfant vient au monde et il est, d'une certaine façon, arraché à cet état de fusion, arraché au corps de sa mère, pour lui être rendu dans ses bras. Oui, c'est vrai. Mais tout de même, il y a déjà un moment de séparation qui est déterminant et douloureux.
C'est pas étonnant que l'enfant pleure au moment de sa naissance, aussi à cause des lumières, des néons, bien sûr, et du froid perçu, du contact avec l'air ambiant, alors qu'il était lové dans l'utérus de sa mère, bien au chaud, juste avant. En tout cas, cet état de fusion, pour ceux qui croient à ce monde spirituel, qui ferait que nous serions originaires d'un autre monde, vont dire que même avant de se séparer de la mère, l'être qui s'incarne dans ce monde, c'est d'abord séparé de la source, euh, en créant l'âme elle-même et surtout en, en s'incarnant ou en choisissant de s'incarner dans ce monde 3D, dans ce monde matériel. Alors on pourrait faire l'hypothèse qu'il y a plus qu'un deuil, plus qu'une séparation qui survient avant même de devenir un enfant incarné et avant même d'arriver dans les bras de sa mère. Encore une fois, je ne suis pas une spécialiste de la psychiatrie, là. C'est pas l'objet non plus de cette vidéo, mais vous voyez un peu le chemin de ma pensée là, où je vous amène. Donc l'enfant se retrouve dans les bras de sa mère, idéalement, bien sûr, parce qu'il y a certains cas de figure où c'est différent, mais normalement. Et bien sûr, oui, se retrouve au chaud dans ses bras, tout près de son cœur, tout près de sa tendresse, de sa chaleur, de son amour, oui. Heureusement, d'ailleurs. Mais tout de même, il y a déjà des deuils, il y a déjà des blessures qui sont produites. Alors, vous allez dire que je passe vite, et vous aurez raison. Je fais un grand saut et j'arrive tout de suite à faire un lien avec l'amour romantique. Alors, nous qui sommes, pour une raison ou pour une autre, incarnés dans ce monde, nous avons traversé l'épreuve de la séparation, d'un état de fusion, nous sommes passés à un état de séparation. Et puis, ensuite, nous grandissons dans ce monde, espérons-le, entourés d'amour de toutes sortes et de toute origine, mais tout de même, nous ne sommes plus en fusion avec la source ou même avec la mère. Et même, graduellement, la mère est appelée, et c'est bien douloureux pour les mères, appelée à prendre soin de son enfant et à l'aider à se développer afin qu'éventuellement, il la quitte et qu'il se projette dans ce monde et vive sa propre vie, aidé de son père, habituellement. C'est beaucoup la mission Yang que d'accompagner l'entrée de l'enfant dans le monde, vers l'extérieur. Et bien sûr, vous m'aurez compris, je ne passe aucun commentaire sur les couples gays, les couples qui même s'ils ont adopté quelqu'un, un enfant, pourraient évidemment échanger les rôles. Je parle des dimensions yin et yang. Vous m'aurez compris. Alors l'enfant se lance dans cette vie petit à petit et s'éloigne de la fusion avec sa mère et de la fusion avec la source. Et un jour,
et c'est le grand bond dont je vous parlais, arrivé à l'âge adulte, même jeune adulte, graduellement, et même adolescent bien sûr, et même enfant, oui, l'être, la personne est présentée, se présente ou côtoie d'autres êtres, bien sûr. Certains plus attrayants que d'autres, certains avec lesquels l'être va développer des affinités, d'autres avec lesquels il va avoir au contraire des divergences qui vont le repousser. Et c'est tout à fait normal, la fameuse question des affinités. Et puis, graduellement, les occasions de vivre des attachements affectifs avec d'autres êtres que ses parents vont se produire. On va avoir des amis, on va tomber amoureux de toutes sortes de façons. Et cet état d'amour, lorsqu'il est romantique, c'est cet état où on désire inconsciemment ou consciemment la fusion, comme avec la mer ou avec la source. Un sentiment d'être aimé complètement. Un sentiment de pouvoir s'abandonner à l'autre sans ressentir aucune crainte, sans aucune réserve, de pouvoir se plonger, se fondre dans l'autre, de pouvoir être aimé complètement, sans jugement, comme sa mère nous aimait, comme notre mère nous aimait, comme éventuellement on pourrait percevoir que la source nous aime. D'être accepté, d'être reçu parfaitement, complètement. Et tout ça me rappelle une certaine lecture que j'ai faite il y a plusieurs années que j'ai jamais oubliée. Je ne sais pas si vous connaissez l'autrice ou l'auteur, selon euh, Madame Pema Chodron, qui est une moniale bouddhiste, une moine bouddhiste d'origine américaine. En tout cas, elle a écrit un livre qui s'appelle Entrer en amitié avec soi-même. Je vous recommande de tout cœur ce livre. Je suis pas bouddhiste personnellement et je ne dirais pas non plus que je suis que je pratique le bouddhisme ou quoi que ce soit, mais cette lecture m'a vraiment inspiré et je vous la recommande en tout cas. Et il y a un passage dans ce livre, Entrer en amitié avec soi-même, de Pema Chodron, qui m'a particulièrement touchée et inspirée. C'est le chapitre qui parle de trouver refuge. Trouver refuge. Et la définition qu'elle fait de trouver refuge, qui serait je ne sais pas trop, un défi à traverser pour les bouddhistes, je suppose, parle de la maturité et du fait de devoir un jour accepter en tant qu'adulte de lâcher la main qu'on tient et de se lancer dans le monde. De se lancer dans le monde sans aide, d'une certaine façon, d'oser plonger, sortir le nez de la porte, par la porte, ouvrir la porte et se pointer le nez aux quatre vents. Et sortir de son confort, au fond, de sortir de sa zone de confort. Alors, voyez-vous, le lien que je fais, c'est que je perçois que l'amour romantique est un désir profond de l'âme qui n'a rien de futile, voilà,
qui n'a rien de futile et de bonbon ou de naïf. Au fond, c'est un désir primordial qui s'inscrit dans la séparation de la mer et de la source. Et bien sûr, on a ce désir d'un amour absolu, sans limite, un désir d'être aimé et reçu et vu d'une façon parfaite et sans jugement, sans douleur, sans défi. Oui, ça peut paraître naïf, mais dans le fond, quand on a connu la fusion avec sa mère et avec la source, on sait ce que c'est que l'amour inconditionnel, au fond. Alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas de surprise à avoir à ce qu'on puisse passer sa vie à rechercher, à désirer, même inconsciemment, ce retour à l'amour total, à l'amour parfait, un amour merveilleux, délicieux, comme dans les rêves et comme dans les contes de fées. Et j'assimile ce désir d'amour inconditionnel avec l'amour romantique. Et pourtant, dans la vraie vie, on a tendance à les opposer les deux. On a tendance à dire, d'un côté, il y a l'amour romantique qui est plein d'artifices, qui est fait de conditionnalité. Alors, on va souhaiter que notre amoureux nous fasse des cadeaux, nous apporte des roses, nous emmène au restaurant, soit plein de charme, soit d'une beauté parfaite, et blablabla, blablabla. Ajoutez tout ce que vous voulez, et que les choses se produisent dans un ordre parfait et qui viennent nous chercher soit sur un cheval blanc ou dans une décapotable de l'année. On peut ajouter tous les détails qu'on veut pour l'embellir, mais au fond, le désir profond de l'amour romantique, c'est, je crois, un désir, évidemment, c'est juste des hypothèses, je vous partage mes impressions, je n'ai pas la science infuse, mais mon inspiration m'amène là. Et puis, c'est ça, je me dis, l'amour romantique, ce désir d'amour romantique, ce rêve éternel qu'on a, qu'un jour, on va rencontrer la personne parfaite, ça vient probablement de très loin et possiblement de cette fusion avec la mer ou éventuellement avec la source. Cet amour inconditionnel qui est si confortable. Et pourtant, quand on nous parle d'amour inconditionnel, et j'en ai parlé parfois sur cette chaîne, bien sûr, on va dire que l'amour inconditionnel, justement, comme son nom l'indique, il n'implique pas de conditions. Alors, en principe, le cheval pourrait être blanc, il pourrait être brun, il pourrait être noir, ou il ne pourrait pas avoir de cheval du tout. Et puis, ce serait parfait. Et la taille et la couleur des cheveux ou la longueur des cheveux et le compte en banque et la marque de la voiture n'a rien à voir. Et bien sûr, là, je fais des blagues, là, je suis dans tous les aspects qui tournent autour de la personne, mais tout ce qui est conditionnel, toutes les conditions qui justifieraient qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elles ne sont pas censées avoir une grande importance. Alors, c'est un paradoxe. Au fond, peut-être que peut-être que le problème vient du fait qu'on a mal défini l'amour romantique. Au fond, l'amour romantique s'alourdit de tous ces artifices et de toutes ces conditions, mais au fond, peut-être que le fond de l'intention romantique ou du désir d'un amour romantique n'a rien de conditionnel, justement. Mais on peut être enivré par tous les artifices de l'amour qui vont nous faire rêver. Mais au fond, le vrai désir, le vrai besoin associé à l'amour romantique est un désir d'amour inconditionnel. Après tout, dans le terme amour romantique, il y a amour. Et pour moi, l'amour, c'est l'amour.
1000 fois, je l'ai dit. Et je continue de le penser. L'amour, le véritable amour, c'est le véritable amour. Ça ne peut pas être moins que l'amour. Alors, quand on parle d'amour romantique, ben, bien sûr qu'il y a une connotation ou il y a une dimension illusoire, mais en fait, probablement que l'intention en dessous de l'amour romantique, ben, c'est l'amour tout court. Cela étant dit, le désir d'amour, le désir de vivre l'amour, le souhait, la volonté, l'espoir de vivre l'amour, cet espoir, ce désir est signe d'un manque. C'est pas l'amour le problème, c'est le désir de cet amour, le fantasme de vivre cet amour, cette réunion avec un être parfait dans des circonstances parfaites. Ça, c'est un fantasme. Ça, c'est un signe de manque, mais qui est bien compréhensible. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. C'est tellement normal que de souhaiter revivre ce grand amour fusionnel. Dont on soupçonne la possibilité, l'éventualité. Ce désir d'être aimé par l'autre complètement. Ce besoin de cet amour pour se sentir soi-même complet. Tellement naturel. C'est un signe de ce qu'on a perdu, le fameux paradis perdu. Un signe de nos fragilités, de nos peurs, de nos incertitudes, de nos... Comme dans la vie, dans nos états de croissance où on doit un jour ou l'autre oser sauter du nid et sortir dehors. Alors, plein de ce vide de l'autre partie de soi, plein de ce vide ressenti après avoir quitté sa mère, d'avoir perdu cet état fusionnel, ce paradis perdu, nous laisse dans un désir perpétuel, conscient ou inconscient, de renouveler cette fusion. Et puis, on fait des rencontres, on rencontre des amis, c'est ça que je disais, bon, on rencontre éventuellement des amoureux, et à mesure que la vie s'écoule et qu'on grandit, avec tout ce qui est à développer en soi, avec toutes ces peurs qu'on accumule, avec toutes ces parties de nous qui sont incomplètes ou imparfaites, ben, on entre en résonance avec d'autres êtres autour de nous. Et puis, je vais dire comme ça, on entre en adéquation. Alors, on devient comme une équation avec l'autre. Alors, soi et l'autre, ensemble, on se correspond. Et puis, cette correspondance crée une attraction, et puis peut-être qu'on va choisir de partager une vie commune, une vie amoureuse, une vie de couple. Ça va se produire aussi avec nos amis, mais c'est particulièrement visible ou perceptible avec les amoureux, parce que c'est une relation où l'émotivité, la sensibilité de notre être va être vraiment mis en évidence. Et bien sûr, notre désir inconscient de fusionner, d'être aimé parfaitement par l'autre,
peut créer toutes sortes de situations plus ou moins positives, parfois conflictuelles, des situations de dépendance, plus ou moins. On parle de dépendance affective parfois. Et bien sûr, on dit toujours entre adultes consentants, tout est possible, oui, mais bien qu'on s'appuie sur les forces de l'autre, bien qu'on bénéficie de l'amour ou du soutien ou des compensations de l'autre, ça ne veut pas dire que dans nos relations de ce type, on va nécessairement s'épanouir et se développer. Alors, on peut s'asseoir, entre guillemets, sur le confort que nous procure la relation avec l'autre. Et c'est pas mauvais pour autant, mais c'est un type de relation qui correspond à un certain niveau de conscience aussi. Mais peut-être qu'un jour, on va avoir cette occasion de se réveiller à soi-même et se réveiller à la nature de ce monde et de l'expérience qu'on vit sur cette terre, dans cette dimension, par la rencontre de son jumeau, de sa jumelle. Lorsqu'on rencontre sa flamme jumelle, tout à coup, on a droit au feu d'artifice ultime. Mais éventuellement, on va réaliser la nature de l'autre, la valeur de l'autre pour soi. On va se rendre compte que l'autre est notre jumeau, qu'on est son jumeau, sa jumelle. Et ce jour, on va se rendre compte de toute l'importance de cette relation et combien on est devant une situation humaine, une relation humaine d'une autre dimension et complètement différente de ce qu'on a vécu jusqu'alors. Ce sera une occasion de s'éveiller. Et c'est souvent ce qui se produit dans les premières heures ou dans les premiers jours après la reconnaissance. On s'éveille. Tout à coup, il n'y a plus rien d'autre, d'aussi important, d'aussi beau que l'autre et que la relation à l'autre, ce fameux ensemble qui sera inoubliable et irremplaçable, bien sûr. Par contre, entre-temps, on traîne toujours sa propre carcasse et son histoire de vie, avec ses imperfections, avec son ego, avec ses blessures éternelles, bien sûr, de jeunesse et d'enfance et de naissance. Ce désir éternel, cette recherche, cette quête éternelle de retourner à la fusion, de retrouver le paradis perdu, va tout à coup prendre tout son sens dans la rencontre et dans la reconnaissance de sa flamme jumelle. Par contre, le défi, c'est que on va se rendre compte qu'on est imparfait, contrairement à la perception qu'on a de la relation elle-même, de ce ensemble. On va se dire, tiens, ce ensemble est parfait, mais moi-même, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfaite. Et c'est inconscient comme constat, mais tout de même, graduellement, ça va faire son chemin vers la conscience, et c'est heureux, parce que ça va initier justement ce fameux parcours de flamme jumelle où on va s'éveiller, s'ouvrir les yeux. On sort du pilote automatique. On se rend compte à quel point il y a un cheminement qu'on n'a pas fait jusqu'alors. Parce que tout le reste du temps, on a fait, dans nos relations affectives, on a fait souvent un parcours, un chemin qui ne fait que démontrer notre dépendance à l'autre. On a fait une recherche, une quête pour trouver
une bonne âme qui voudrait bien nous adopter, qui voudrait bien nous aimer, comme si on ne méritait pas cet amour, mais que s'il y a quelqu'un qui est assez gentil pour accepter de nous adopter, de nous aimer pour toujours et parfaitement, on serait tellement reconnaissant. Alors, une grande partie de notre vie, jusqu'à la vie adulte, on va l'avoir vécu de cette façon, humainement, et c'est bien légitime et c'est bien compréhensible, parce qu'on a vécu la séparation initiale. On a quitté le paradis terrestre, on a quitté ce paradis perdu. Et tout le reste est des détails, hein? Le boulot, les occupations, tout ça, c'est du plaisir, c'est des loisirs, ou alors c'est des obligations. Mais dans les faits, en trame de fond, le désir le plus profond qu'on a, c'est d'être aimé. Et ce qui est encore plus inavouable, c'est qu'on a ce désir d'être aimé parfaitement et complètement. Mais c'est bien normal. Cependant, la cible qu'on identifie n'est peut-être pas la bonne au départ. Alors, on se retrouve dans toutes sortes de situations humaines et de relations humaines de différentes natures et de différents degrés d'intensité et de différents degrés d'engagement où on va se tromper de cible, mais c'est bien correct. Et puis, on va faire des ententes à l'amiable, on va s'accommoder, on va prendre soin l'un de l'autre, les uns des autres, mais toujours on va chercher cet amour absolu, inconsciemment ou consciemment. Et puis le jour de la rencontre avec sa flamme jumelle, bien là, on n'est plus à la même place. Le temps s'arrête, on est en présence de notre être, de notre jumeau, de notre idéal. On ne comprend plus ce qui se passe. Et puis, curieusement, au moment où on s'en rencontre, au moment de la reconnaissance, curieusement et paradoxalement, ce besoin disparaît puisqu'il est comblé. Il est comblé dans l'instant présent. Alors, la chose qui explique probablement le parcours de la relation des flammes jumelles, c'est probablement ce parcours où on part de soi-même. On amorce le chemin à partir du moment où, à partir du lieu où nous sommes dans l'illusion d'être imparfait, dans l'illusion du quotidien, de nos habitudes, de nos repères habituels, où on est dans l'ego, où on est dans un monde vécu vraiment avec beaucoup d'inconscience, on est dans nos mécanismes automatiques, on répète des patterns, on vit le quotidien comme une rengaine, on va travailler, après on revient, on fait un petit marché, on s'ouvre un verre de vin, on lit le journal, on écoute le journal télévisé, on se fait une bouffe, on fait ceci, on fait cela, on va se coucher, on recommence le lendemain. Et vous pouvez ajouter les détails que vous voulez. Alors le parcours flamme jumelle, cet éveil qui est provoqué par la rencontre de son jumeau, c'est comme une gifle qui nous amène à prendre conscience de ce monde plein d'automatismes dans lequel nous vivons une illusion, une quête inconsciente et inavouable de retourner à notre source et de vivre un amour fusionnel qui est difficile à décrire. Contrairement aux rencontres amoureuses ou aux amours conventionnels. Et puis, la reconnaissance et la rencontre amoureuse des flammes jumelles est tellement intense, nous amène vraiment comme un constat qu'on est comblé, qu'on est ensemble devant
la perfection de l'amour retrouvé, de ce paradis perdu qu'on a tant recherché. Mais en même temps, et c'est paradoxal, le j'allais dire le piège, mais c'est pas ce que je veux dire. Il y a quand même un défi qui va avec ça, c'est que tout à coup, on se dit, tiens, mais j'ai rencontré cet amour parfait, mais maintenant je me sens indigne de lui. Moi, je ne me sens pas digne de cet amour parfait. Et ça, c'est inconscient, c'est un processus inconscient, mais bien sûr, personne n'est parfait, je dirais, dans ses comportements humains. Mais c'est la distinction qu'il faut faire. Alors peut-être qu'il faut méditer là-dessus et se rendre compte que on est parfait dans notre imperfection. On est parfait comme âme, c'est-à-dire qu'on est issu d'une perfection elle-même et que, avec toutes ses potentialités, notre âme est parfaite en soi. Cependant, ça n'empêche pas qu'elle ait, sans aucun doute, un parcours à poursuivre, un éveil à vivre et sans aucun doute aussi beaucoup de couches desquelles se libérer. Au fond, je ne suis pas sûre qu'on ait besoin tant que ça d'acquérir des connaissances et de se développer, mais plutôt de se dégager du voile de l'illusion et de laisser partir toutes sortes de mémoires, de scories, de traumas. Au fond, peut-être que le vrai développement, c'est le fait de se développer comme on développe un paquet, le fait de laisser partir des choses qui ne sont plus utiles et d'en prendre conscience. En tout cas, c'est une hypothèse, mais quand on rencontre sa flamme jumelle et qu'on reconnaît sa flamme jumelle comme telle, consciemment ou inconsciemment, on se rend compte qu'on est devant une perfection, difficile à décrire, une perfection en soi, la perfection du ensemble, une correspondance parfaite, bien sûr, de l'âme, mais en même temps, on peut percevoir l'imperfection de nos personnes ou personnages et l'imperfection de la correspondance de nos personnages. Alors, à certains niveaux, on peut avoir des écueils dans la relation, on porte tous nos défauts humains et face à face avec l'autre, il peut y avoir bien sûr des accrochages, des erreurs d'arrimage et tout ça. Alors on peut en faire une longue liste. Mais le ensemble, je dirais vibratoire, le ensemble de l'âme, on sait qu'on a touché la perfection parce que bien sûr on est issu de la même âme. Mais comme personnage humain, comme personne conditionnée, notre cerveau, nos pensées, nos mémoires, nos croyances, tout ça, nos habitudes, nos comportements, nos attitudes, sont pleines d'histoires et forcément encombrées comme de vieux placards poussiéreux. Il y a du bon et du moins bon dedans. Et il y a des vêtements qu'on adore encore et il y a d'autres trucs qu'on ne veut plus jamais mettre et qui sont pleins de trous. Ou alors qui sont décousus. Et puis, c'est ça. Et cette reconnaissance de l'autre et du ensemble parfait est à la fois le grand retour au paradis perdu qu'on a tant souhaité, qu'on n'a même pas osé croire qu'un jour on allait le retrouver. Et d'un autre côté, c'est aussi la douche froide graduellement sur le parcours, au cours de la relation, au fil du temps, où on s'aperçoit, où on se rend compte
que comme personnage, notre personnalité, avec tout ce qu'elle contient, est imparfaite et pas à la hauteur de ce ensemble, de cette relation parfaite. C'est quelque chose d'inconscient, mais tout de même, je pense que c'est une façon de le décrire qui est assez juste. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles c'est si difficile de se rapprocher de sa flamme jumelle. C'est probablement une des raisons pour lesquelles on est à la fois attiré et repoussé par l'autre. Alors, on pourrait parler longuement du chaser et du runner et quel est le rôle duquel dans cette dynamique, mais je pense que les deux y participent. Et puis, au final, on se retrouve avec une sensation de ne pas être à sa place, de ne pas être prêt, de ne pas être en mesure d'y arriver. Et aussi, on peut avoir des compulsions de dépendance affective. Alors, pour ma part, comme chaser, en tout cas, je sais très bien que j'ai eu des moments où je me suis sentie empressée d'espérer et de tenter de convaincre mon jumeau de venir à moi, de me choisir, de reconnaître la validité de cette relation, de cette correspondance parfaite. Et ce désir brûlant et cette dépendance de l'autre, cette inquiétude aussi, cette peur viscérale et cette inquiétude que cette relation ne pourrait ne pas se concrétiser ou se terminer, est déjà un signe que notre vision du monde ou notre compréhension du monde est encore beaucoup ancrée dans le monde matériel, teintée de cette blessure fondamentale ou originelle ou originale de la naissance et de la séparation avec la source. Alors, on promène sa carcasse, son corps, son être dans la vie avec ce désir inconscient de retrouver l'amour parfait, fusionnel. Et puis, bien sûr, quand on se rend compte qu'on l'a rencontré, ou on l'a retrouvé, cette sensation, on panique à l'idée d'éventuellement la perdre, cette connexion. Mais c'est déjà un signe qu'on est encore dans des mécanismes mentaux, émotionnels du passé. Si on avait vraiment compris et si on avait vraiment conscience de la nature de ce qui se produit quand on reconnaît sa flamme jumelle, on n'aurait pas d'inquiétude parce qu'on serait en mesure de reconnaître et de comprendre que on a rencontré son autre, on a rencontré sa flamme jumelle et que on est uni à cette personne, à cet être, à cette âme et que c'est impossible d'être séparé de cette autre personne, de cet autre être, en tout cas, de cette autre âme, certainement. Mais c'est un mécanisme humain, c'est une peur humaine. Alors, voyez-vous, ce que je veux dire, c'est que on arrive dans un état humain avec ses limites, ses lacunes conscientes, en fait, c'est-à-dire, je répète, on arrive comme être humain avec nos limites de conscience, un état de conscience limité qui nous empêche de comprendre qu'on n'a pas à s'inquiéter parce qu'une fois qu'on a rencontré sa flamme jumelle, ça y est, on l'a rencontrée, c'est tout. Mais on arrive dans un état humain avec une certaine conscience limitée à cette étape, à cette rencontre apparemment fortuite. Et bien sûr, ça entraîne tous les mécanismes de peur, de méfiance, de dépendance affective, de peur d'être abandonné, de peur d'être rejeté
Et puis, bon, ça va dans les deux sens, autant chez le chaser et le runner. Et pourtant, on est devant son autre. Alors, c'est toute une question de conscience, d'état de conscience. La bonne nouvelle, c'est que ce choc de conscience et tout ce que ça entraîne, à savoir tous ces comportements qu'on peut appeler négatifs, à savoir la dépendance affective, la peur, la colère, la jalousie qui peut survenir tôt dans le processus, dans le parcours, ou en tout cas la crainte de perdre l'autre et tout ça, sont nécessaires, ces phénomènes-là sont nécessaires et seront utiles à l'évolution de la conscience, à la prise de conscience. À l'élévation de la conscience. Et puis, comme je le disais dans ma précédente vidéo, il me semble bien, une fois qu'on a rencontré sa flamme jumelle, on est foutu parce que on va nécessairement s'élever en conscience. C'est un déclencheur et on ne peut pas choisir vraiment de se retirer du processus parce que déjà si ça se produit, c'est qu'on l'a voulu. Et puis une fois que ça s'est produit, c'est comme un jeu de domino. Il y a une chaîne d'événements qui va se produire et qui va entraîner des effets, qui vont entraîner cet éveil de la conscience. Et c'est sans doute pourquoi c'est quand même parfois douloureux ce parcours de flamme jumelle, parce que au-delà des détails, et je ne veux pas être péjorative quand je le dis comme ça, mais au-delà des détails de la relation elle-même et des circonstances de la relation elle-même avec son jumeau, c'est soi-même qui évolue en conscience et c'est étrange, il me vient une image, ça me fait penser à l'incroyable Hulk. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image, mais ou alors le loup-garou. Ah, ça, c'est encore plus étrange, mais vous savez, ce loup-garou qui, quand il voit la lune, tout à coup se transforme d'un être humain à un autre être. Et tout à coup, les os craquent et la peau s'étire et les poils poussent et le corps se transforme et ça a l'air de faire très mal. Bon, je pense pas que quand on devient un être éveillé, on se transforme en loup-garou, là, loin de moi cette hypothèse, ou encore pire en l'incroyable Hulk. Mais quand on se transforme, quand même, il peut y avoir des moments douloureux parce qu'on passe d'un état à un autre et parce que on sort de son confort. Il y a, de toute façon, tout changement peut faire mal, mais ça ne veut pas dire que ça va faire vraiment très mal, ou en tout cas, je devrais dire plutôt que ça déstabilise. Il y a quand même dans le fait de changer certains défis. On sort de ses habitudes, on sort du pilote automatique, justement. Alors, tout à coup, on est obligé de garder les yeux ouverts à temps plein. On est face à soi-même, face à la réalité. On devient... on est un peu forcé de devenir conscient à temps plein, c'est ça. Et ça peut être inconfortable parfois, et parfois même douloureux, mais je pense pas que ce soit souhaitable que ça fasse mal, mais en fait, c'est la résistance qui fait mal. Et on résiste parce qu'on pense qu'on devrait résister, parce qu'on a peur.
Et c'est normal, encore une fois, c'est tout à fait normal. L'amour romantique qu'on désire consciemment ou inconsciemment toute sa vie peut être jugé ou avoir des allures d'artificialité. On peut se dire, tiens, l'amour romantique, c'est niais, c'est plein d'illusions, c'est un amour utilitaire, on souhaite vivre un certain scénario avec une certaine personne, avec certaines caractéristiques. Mais j'irai pas trop vite avant. Je pense qu'il faut pas trop juger ça. Au contraire, parce que c'est issu, ce désir d'amour romantique, d'une vraie volonté d'amour fusionnel. Alors, c'est loin d'être un désir artificiel, mais bien sûr, comme, comme tout, tout ce qui se retrouve dans l'imaginaire des enfants, il peut y avoir des allures de conte de fées dans un tel amour, parce que bien sûr, c'est un amour qu'on imagine parfait et on y met tous les détails et toute la dentelle qu'on y peut. Toutefois, un amour romantique conventionnel, ben, c'est souvent un amour d'accommodement où on se présente personnage face à un autre personnage avec nos attentes respectives, on se partage nos listes de souhaits et on tente d'accommoder l'autre au mieux, consciemment ou inconsciemment, encore une fois. Alors, c'est un amour de dépendance, oui, mais de bienveillance quand même. Un amour où on dépend de l'autre et où l'autre dépend de nous. Alors, il y a quand même beaucoup de tendresse dans ce type d'amour. Et tous ces amours sont valables entre adultes consentants, encore une fois. Et je pense qu'il faut regarder ces relations qu'on a ou qu'on a eues avec beaucoup de tendresse, encore une fois, et de douceur, de compréhension et de compassion. Je pense que quand on peut comprendre que les amours dans lesquels on se fait des illusions et où on partage des connexions approximatives avec une autre personne, mais en même temps tout en s'entendant pour répondre à nos besoins respectifs, ben, c'est tout à fait charmant, c'est bienveillant. Il peut y avoir des défauts dans ces relations, bien sûr, mais à la base, l'intention est bonne. C'est des accords d'être humain avec être humain. Et je trouve qu'il y a beaucoup de beauté dans ce souhait de s'aimer au mieux les uns les autres. Cela étant dit, euh, lorsqu'on rencontre sa flamme jumelle, on se rend compte que l'amour n'a pas besoin d'être décoré de plein d'artifices, que le quotidien n'a pas besoin d'être rempli de, de plaisirs bonbons ou de tout ce qu'on peut mettre sur une liste de souhaits pour être comblé amoureusement. Parce qu'il s'agit d'une connexion de l'âme et que les besoins profonds d'un être humain et d'une âme humaine sont bien différents de ce qu'on peut, de prime abord, imaginer qu'on a besoin. Alors, quand on rencontre sa flamme jumelle, on se rend compte qu'on s'est peut-être trompé de désirs et de vrais besoins. Et ben, il n'y a pas de mal là-dedans. Tout à coup, on peut ressentir un désir profond de changer sa vie, de changer ses habitudes, ses occupations, ses loisirs. On peut tout à coup avoir envie de changer plein de choses. Tout simplement parce que, en fait, on se rend compte que nos vrais besoins ne sont pas comblés ou répondus par ce dont on remplit sa vie.
l'autre agit comme un miroir et comme un réveil matin. Il nous fait prendre conscience de beaucoup de choses. L'autre, plutôt la rencontre à l'autre, la connexion à l'autre, la proximité à l'autre, ce ensemble nous fait prendre conscience de beaucoup de choses et élève notre conscience. Et c'est pour cette raison que le parcours de Flamme Jumelle est un parcours. Ce n'est pas une fin en soi, au sens où ce n'est pas le fait d'être avec l'autre côte à côte sur un divan qui est une fin en soi. Et cette rencontre va déclencher une évolution. Et c'est impossible d'y échapper. Et c'est pour ça qu'on parle toujours de parcours, de flamme jumelle, et c'est pour ça que c'est important. Alors, c'est ainsi. Et j'en arrive enfin à ce que je vais finir par réussir à dire ce que je veux dire. Au final, c'est que il n'y a rien de mal à ce désir d'amour romantique. Mais l'amour des flammes jumelles est encore plus fantastique qu'un amour romantique habituel. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas déjà vécu, attachez bien vos chapeaux et préparez-vous pour un grand feu d'artifice et pour un grand spectacle. Un tremblement de terre le plus fort que vous avez jamais connu, mais qui ne va rien détruire, au contraire. Mais je voudrais dire que le désir d'amour romantique, encore une fois, je le répète, n'a rien de mal. Au contraire, c'est bon signe. C'est tout simplement d'admettre, ou en tout cas de laisser cours à ce désir de retourner à la fusion, de retourner au paradis perdu. C'est un désir qui vient du fait qu'on a perdu la connexion parfaite avec sa mère et avec la source à l'origine. Et bien sûr, un désir profond de retrouver son âme jumelle, son jumeau. Et d'enfin de se souder à l'autre et de faire disparaître cette séparation. Donc, je pense qu'il ne faut pas taire on a tort, je devrais dire, on a tort d'occulter la thématique de l'amour romantique. Et quand on parle des flammes jumelles, je pense qu'il ne faut pas nécessairement censurer cette question-là. Et bien sûr, de nombreuses personnes qui viennent sur les chaînes de flammes jumelles et qui vont sur les sites web qui parlent des flammes jumelles sont en recherche d'informations, en recherche de guidance et d'inspiration pour comprendre ce qui leur arrive. Et certaines personnes aussi, simplement par curiosité, sans l'avoir vécu. Mais pour ceux qui ont débuté ce parcours, qui ont déjà rencontré leurs jumeaux ou leurs jumelles, et c'est probablement ce qui explique beaucoup de questions et de problématiques vécues par les jumeaux, les flammes jumelles. C'est justement que ce désir profond de fusion dans l'amour romantique est bien sûr fondamental et tout à fait normal. Et c'est un indice qu'on est au début du parcours et où qu'on... Pas nécessairement au début, c'est pas tout à fait ce que je veux dire, mais c'est qu'on on s'est pas encore éveillé complètement et c'est tellement normal parce que c'est pas non plus mon cas. Le parcours de flamme jumelle nous amène à un éveil progressif, mais éventuellement complet.
Et c'est tout un voyage, c'est un grand voyage, le grand voyage humain. C'est un parcours initiatique, c'est un parcours alchimique. Et bien sûr, on a sur ce parcours l'état de conscience qu'il nous faut pour comprendre l'état ou l'étape où nous sommes. Et pour aller à l'autre étape, ben, il nous faut vivre des choses qui vont nous éveiller, qui vont nous faire élever notre conscience, qui vont nous permettre ensuite, comme une roue qui tourne, de franchir d'autres étapes. Alors, on ne peut pas comprendre l'étape suivante sans l'avoir vécue, parce que sinon, on y serait déjà. Tout se passe dans la conscience. Et donc, ça explique sans aucun doute les raisons pour lesquelles un grand public, pourquoi beaucoup de gens sont intéressés ou recherchent sur les chaînes de flammes jumelles de l'information qui vont venir renforcer leurs aspirations romantiques. Alors, tout ce qui est question des émotions, des frissons, du ressenti, toutes les dimensions qui sont plus ou moins romantiques et qui renvoient à une relation amoureuse idéalisée, parfaite, le conte de fées. Et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, effectivement, la relation de flamme jumelle comporte toutes ces dimensions. Toutefois, comme je dis encore une fois, le parcours de flamme jumelle nous fait sortir de notre conscience limitée humaine et nous force à évoluer et nous fait sortir aussi de notre dépendance affective graduellement à qui que ce soit, mais c'est graduel. Ce qui fait que en bout de parcours, ben, de toute façon, ben, c'est pas la dimension romantique ou fleur bleue de la relation flamme jumelle qui va nous intéresser le plus et qui va le plus ressortir ou se démarquer ou s'incarner. C'est dur à expliquer, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, et ça me fait penser à ça me fait penser à ce que un certain très célèbre alchimiste disait, Nicolas Flamel, qui dit tout alchimiste souhaite fabriquer de l'or, et le jour où il réussit à en faire, il n'y en a plus besoin. Alors, je fais un lien. Je pense qu'on peut dire que chez les flammes jumelles, comme pour tout autre être humain, le désir initial, bien sûr, c'est de vivre un amour parfait, romantique, parfait. Bien sûr, même si on le nie, même si certaines personnes vont prétendre que c'est cucu de souhaiter une chose pareille, au fond de notre âme, on souhaite tous être aimés parfaitement et vivre le grand amour parfait. Mais la perfection, la vision qu'on a de la perfection se transforme à mesure qu'on parcourt, qu'on est sur ce chemin d'évolution qui est le parcours de flamme jumelle. Et éventuellement, quand on arrive assez loin sur le chemin, l'amour parfait est là, mais il n'a plus les mêmes attributs nécessairement, ou en tout cas, il pourrait être perçu différemment. Alors, il n'est plus question de dépendance, il n'est plus question de notions qu'on pourrait habituellement attribuer à une relation. Il pourrait y avoir la dimension d'exclusivité ou de fidélité qui pourrait être nuancée. Le fait de vivre sous le même toit, le fait de se dire constamment qu'on s'aime. Vous voyez, toutes ces choses qu'on attribue à un amour parfait quand on est dans un niveau de conscience plus, je dirais, humain,
matériel de base et en même temps, j'aime pas le dire comme ça parce qu'il y a quelque chose de péjoratif, mais quand le niveau de conscience n'est pas si élevé que ça, bien sûr, on a des niveaux d'attachement qui sont plus anxieux, je dirais, dépendants. Alors qu'éventuellement, quand on accomplit cette relation flamme jumelle et qu'on avance sur le parcours, l'amour est d'autant plus grand qu'un certain détachement s'installe ou non pas un détachement, mais disons la liberté s'installe dans la relation et c'est probablement éventuellement une des raisons pour laquelle on peut, dans nos moments de séparation, arriver à vivre bien, se sentir uni à l'autre tout en vivant éloigné et même sans contact à sa flamme jumelle, à son jumeau. Alors écoutez, je vais m'arrêter là-dessus parce que j'ai beaucoup parlé. Et puis, voilà, je vous remercie d'être là toujours, encore une fois. Et un peu comme les jumeaux qui sont en état de séparation, vous et moi, on ne se voit pas face à face, mais il n'empêche que nous sommes ensemble et je le ressens et je l'apprécie. Alors merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, je vous embrasse et on se dit à la prochaine fois. Au plaisir.